D'accord. D'où l'Halloween en Zoom sans bonnet pour Gilles Duceppe cette année. Madame, messieurs, merci beaucoup. On écoute le premier ministre Legault. Merci et à demain. Bonne journée. De santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, commençons par les bonnes nouvelles. Depuis 3 semaines, on maintient une moyenne autour de 1000 nouveaux cas par jour. Donc, l'inquiétude qu'on avait il y a 3 semaines de voir monter ça à 1500, 2000, ça ne s'est pas réalisé, puis heureusement. Donc, on reste autour de 1000. Ça fluctue, il faut regarder le nombre de tests qui sont faits, mais on est autour de 1000. Puis ça, c'est grâce aux efforts des Québécois. Puis je veux tout de suite dire merci à tous les Québécois pour les efforts spéciaux que vous avez faits depuis 3 semaines. Par contre, je suis très conscient que les mesures qu'on a mises en place sont dures pour les Québécois, les Québécoises. Ce sont des efforts importants qu'on répète et je comprends que certaines personnes ont la difficulté avec les mesures. Mais là, on essaie de trouver un équilibre. On est dans la balance des inconvénients. D'un côté, on a des décès. Aujourd'hui, on a encore 11 décès. On a des hospitalisations. Aujourd'hui, on a 33 hospitalisations de plus. On est rendu à 565. Et, l'autre côté, on a ces mesures-là qui sont difficiles et puis qui affectent même la santé mentale de beaucoup de Québécois. Mais on doit poursuivre les efforts pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais entre autres, parce qu'on a un réseau de la santé qui est à bout de souffle. Et puis, j'ai bien vu, puis on a bien vu les infirmières manifester hier. Je comprends la fatigue, je comprends la frustration des infirmières. Je comprends aussi on avait promis ça en campagne électorale, qu'il y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme vous le savez, on est d'une situation spéciale. On a beau essayer d'afficher des postes, les postes ne sont pas comblés, les postes d'infirmières. Donc, évidemment, c'est pas comme les préposés. Là. On ne peut pas, en quelques mois, former des infirmières. Donc, on ne peut pas, même avec toute la bonne volonté du monde, régler le problème du manque d'infirmières. Par contre, je peux vous assurer que je maintiens le contact avec Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui est en négociation avec les syndicats qui représentent les infirmières. Puis je suis prêt à faire des efforts financiers, entre autres, pour réduire la surcharge de travail. Je suis prêt à peu près à tout faire, je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail des infirmières. La seule affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas à la fois faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail, puis à la fois donner des augmentations de salaire de plus que l'inflation. On comprend tous, là, puis le ministre des Finances l'a très bien expliqué. On se dirige cette année pour avoir un déficit d'à peu près 15 milliards de dollars. Puis ça va nous prendre 5 ans avant de retrouver l'équilibre budgétaire. Puis ça va prendre aussi des efforts de gestion importants, des efforts pour essayer d'augmenter plus vite aussi les revenus par la croissance économique. Donc, il faut respecter la capacité de payer des Québécois. Je pense que ce qu'on essaye de faire dans nos négociations actuellement, c'est vraiment de mettre l'emphase sur réduire la surcharge de travail, entre autres pour les infirmières, mais on ne peut pas augmenter les salaires de plus que l'inflation. Il faut respecter la capacité de payer des Québécois. Évidemment, on l'a déjà dit, on ne veut pas augmenter les impôts et les taxes des Québécois. Et donc, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est d'épargner justement les infirmières. Et dans les mesures qu'on choisit, puis je sais que le 28 octobre approche, on a demandé un effort pour 28 jours.
on essaie d'épargner les enfants. Bon, actuellement, il y a à peu près 3 % des enfants que les classes sont fermées. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a 97 % des enfants qui vont à l'école. Je pense qu'avec le Dr Arruda, on a fait des efforts importants pour que l'Halloween, ça soit une occasion pour les jeunes de sortir, de se déguiser. Je suis conscient aussi que c'est difficile pour les jeunes un peu plus vieux. Là. Je pense entre autres à ceux qui vont au cégep et à l'université. Dans les zones rouges, il y a des jeunes qui n'ont pas mis les pieds dans leur cégep ou leur université depuis un certain temps. Et puis, c'est bien beau, les cours à distance devant un ordinateur, là, mais c'est pas rien pour motiver quelqu'un. Puis c'est important, j'ai été jeune moi-même, de voir ses amis. Donc, très conscient qu'on demande des efforts. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde là, actuellement. Est-ce que c'est possible, un certain rythme, un certain pourcentage des étudiants au cégep à l'université qui aillent faire au moins un tour de temps en temps, une journée à l'université ou au cégep, ne serait-ce que pour le moral des jeunes. Il y a évidemment, puis je l'avais dit, toute la question du sport. Je sais que pour plusieurs jeunes, le sport, c'est comme presque un service essentiel pour les garder positifs. Donc là aussi, on travaille très fort. Il y a aussi toutes les personnes qui sont seules. Puis je veux peut-être revenir sur une consigne, là. Les personnes qui sont seules ont le droit d'avoir la visite d'une personne. Donc, ça peut être leur enfant, là, un ami. Puis j'invite tous les Québécois qui connaissent des personnes seules. Là. Je sais qu'il y a des problèmes de santé mentale qui s'accumulent chez les personnes seules. Donc, si vous avez la chance d'aller visiter une personne seule, vous avez le droit un à la fois, mais vous avez le droit d'y aller. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de ne pas avoir de groupe. Et, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent pourquoi telle consigne? Je donne l'exemple qui revient souvent, les restaurants, les gyms. Pourquoi vous les laissez fermer? Oui, il y a eu des éclosions dans certains gyms, mais pas dans d'autres. Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce qu'on pourrait penser retourner au restaurant ou dans les gyms en restant à 2 mètres de distance? Ça aussi, on est en train de regarder ça. Puis au fur et à mesure qu'on va être capable de pouvoir enlever des restrictions, on va le faire. Mais l'idée aussi, c'est d'envoyer un message clair. Là. Il faut réduire les contacts. Là. Donc, Christian le disait très bien, là, idéalement, passer de 4 à 3. Donc, réduire les contacts, bien, c'est aussi, quand on va au restaurant ou un gym, il y a comme un risque de contact, même si on fait des efforts pour rester à 2 mètres. Bon, parlant de santé mentale aussi, là, je m'assure avec Lionel Carman que tous les services sont donnés. D'abord, répondre quand vous avez un problème de santé mentale, vous avez du stress, vous avez de l'anxiété, vous appelez au 811. Il va y avoir quelqu'un qui va répondre rapidement. Je sais qu'au printemps, ça pourrait être des heures d'attente. Là, on parle de quelques minutes. Là. Donc, on va répondre. On a ajouté aussi des ressources. On a déjà embauché là, tout près de 300 personnes, donc du personnel pour donner des services. Puis on va en ajouter un autre 300. Là. Donc, il y a effectivement des ressources qui sont ajoutées pour donner des services. Bon, l'autre chose qui est importante aussi, oui, il faut réduire les contacts, mais il faut tous travailler ensemble sur dépistage, traçage et puis isoler les personnes qui sont positives. Donc, puis là, je le précise, on demande aux personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact plus que 15 minutes avec quelqu'un qui a la COVID, d'aller se faire tester. Donc, seulement ces personnes-là, mais ces personnes-là doivent aller se faire tester. Bon, ensuite, Christian, Dr Arruda travaille très fort pour avoir toutes les équipes pour faire du traçage, incluant dans les régions où peut-être qu'il y a des manques, donc d'être capable d'envoyer les équipes dans les régions faire du traçage. Évidemment, je reviens aussi sur l'application COVID. Là. Selon nos indications, on a 1 million de Québécois qui se sont inscrits en 2 semaines seulement.
Donc, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais ça aide aussi. C'est qu'on avise les personnes quand on a la COVID, on avise les personnes qui ont été en contact avec nous depuis 2 semaines, pendant plus que 15 minutes, à moins de 2 mètres. Donc, ça aide aussi à détecter rapidement les personnes qui sont à risque d'avoir la COVID. Et bien, la prochaine étape, évidemment, c'est de demander à toutes ces personnes-là de s'isoler rapidement. Donc, respecter le 14 jours. Donc, c'est un travail d'équipe. Le gouvernement a des responsabilités, puis oui, on a des choses à améliorer, mais chaque citoyen aussi a un devoir de citoyen de respecter les consignes, d'aller se faire tester quand c'est nécessaire, de répondre quand on appelle sur le traçage, donc être capable de collaborer. Et donc, chaque citoyen a une responsabilité, puis je compte sur vous. Good afternoon, everyone. Bonjour, depuis 3 semaines, le nombre de nouvelles infections s'est stabilisé à 1000 par jour, mais nous voyons quand même une augmentation dans le taux d'hospitalisation et de décès. C'est pourquoi il nous faut continuer de déployer des efforts pour contenir la contagion. Je sais que les restrictions sont difficiles. Nous essayons d'épargner les enfants dans la mesure du possible. C'est également difficile pour les gens qui vivent seuls. J'aimerais demander aux Québécois et aux Québécoises de se rendre visiter quelqu'un qui vit seul. Ce n'est pas du tout interdit. N'hésitez pas d'appeler notre ligne 811 si vous avez des problèmes d'anxiété. Donc, nous avons 2 façons principales de réduire la contagion. Premièrement, réduire les contacts sociaux et deuxièmement, les tests, le traçage et l'isolement de cas positifs. Donc, chacun a un rôle à jouer dans cette mission collective et je compte sur vous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons amorcer la période des questions avec Charles Lecavalier, le Journal de Québec. Bonjour, Monsieur Legault. Sur les infirmières, j'aimerais ça vous entendre. On est en pleine pandémie. On sait à quel point elles sont essentielles. Comment ça se fait qu'elles doivent se rendre jusqu'à bloquer des ponts hier pour faire valoir leur point de vue? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est pas déjà réglé? Bien, écoutez, vous savez que la convention collective est terminée depuis le 31 mars. On avait même commencé à négocier avant ça. Comme je l'expliquais tantôt, nous, on est prêts à mettre de l'argent sur des mesures pour réduire la surcharge de travail. Par contre, on n'est pas prêt à aller à plus que l'inflation sur les augmentations de salaire, tout simplement pour une raison de capacité de payer. Il y a des efforts qu'on est prêt à faire cette année, mais dans les prochaines années, les montants récurrents doivent nous permettre, à un moment donné, de respecter la capacité de payer puis d'atteindre l'équilibre budgétaire. Sur le dépistage, peut-être, Dr. Arruda, je ne sais pas où on est rendu. Il y avait un objectif d'embaucher 2000 personnes pour faire du dépistage. Je ne sais pas si l'objectif est atteint. Il semble que vous avez de la difficulté à faire ce recrutement-là. Puis, en sous-question, il semble que le dépistage, ce soit vraiment essentiel pour repérer rapidement les lieux d'éclosion et tout. Est-ce que vous voulez en embaucher plus que ça aussi? Merci pour la question, M. Lecavalier. Je vais répondre en 2 temps. Premièrement, depuis... on vous avait donné une mise à jour en date du 23 septembre. Je peux vous dire qu'en date d'hier, on a doublé le nombre de personnes. Donc, on est passé de 800 quelques personnes pour l'ensemble de la santé publique, là, particulièrement pour le traçage à 1600 personnes. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que dans un mois, on a réussi à doubler le personnel auquel on a accès. Puis ça, c'est une combinaison de facteurs, notamment avec Je contribue, avec... toutes les personnes qu'on a pu réussir à amasser. Fait que ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que je dirais, là, puis je veux garder ça très simple, pour la partie dépistage qu'on a parlé beaucoup au début de la 2e vague, je pense que c'est relativement sous contrôle parce que les gens peuvent aller se faire dépister. On a augmenté la capacité, les files d'attente ne sont plus là. Je pense que la partie dépistage est sous contrôle. Où on a encore de la difficulté, puis il y a une combinaison de 2 choses qui est sous notre contrôle à nous, c'est d'être capable d'établir la contagion, c'est-à-dire de fermer le cercle de personnes le plus rapidement possible. Puis ça, ça nous prenait plus de personnel pour le faire. Donc, je vous dis déjà,
On avait un enjeu aussi d'opération. Je vous ai parlé de la personne qu'on a engagée la semaine dernière, qui a commencé hier. C'est Jérôme Gagnon qui arrive de la sécurité publique. Donc, toute la partie traçage, je pense qu'on est en train d'améliorer ça beaucoup. Vous allez voir la différence dans les prochaines semaines. On va encore plus cibler, un peu comme il se fait en Ontario, là, après avoir regardé les meilleures pratiques, puis j'ai à bien cibler les personnes les plus importantes dans le début du maillon. Parce que souvent, des fois, on allait peut-être un peu loin à essayer de trouver tout le monde, mais les cas les plus importants sont au début. Alors donc, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'impact dans les prochaines semaines. La combinaison d'avoir plus de personnel, on est en train d'ajouter des outils et dans notre mécanique, là, la mécanique opérationnelle avec l'arrivée de M. Gagnon, je pense que ça va faire une différence particulièrement dans les régions où on a eu beaucoup d'éclosions. Je pense à la Montérégie, je pense à la capitale nationale. Donc, on va avoir une équipe plus centrale qui est capable d'aller d'une région à l'autre où on a des enjeux. Donc, je vous dirais, en ce moment, là, où on met notre emphase, c'est vraiment du côté traçage, alors que je pense que le dépistage, on l'a à peu près réglé. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. On enregistre une baisse quand même dans le nombre de tests, mais on a toujours le nombre similaire de nouveaux cas de COVID-19. Le résultat, c'est que la proportion de tests positifs, n'est-ce pas, elle a augmenté et continue d'augmenter. On est à 4,5 %. L'OMS fixe le seuil définissant une situation pandémique hors de contrôle à 5 %. Est-ce qu'on doit s'attendre à passer ce seuil? Est-ce que ça vous inquiète? Puis Dr Arruda complétera. Premièrement, il faut voir que, puis je le dis, lorsqu'on regarde nos tests, effectivement, lorsqu'on a un week-end, comme on vient de passer, le nombre de tests qu'on a aujourd'hui est reflète beaucoup ce qui s'est passé dimanche, par exemple, parce qu'il y a toujours 1 à 2 journées de décalage. Donc, on est plus sur les tests qui se sont faits durant le week-end avec nos résultats. Ça ne répond pas à toute la partie de la question, au contraire. Mais je dis juste qu'il y a toujours un décalage entre la journée où on fait le gros des prélèvements, parce qu'il y en a à peu près 75 % qui tombent dans les journées qui suivent. D'accord? Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je pense qu'il faut regarder, c'est, encore une fois, je vais revenir à la même réponse, c'est toujours la moyenne mobile. Moi, aujourd'hui, qu'on soit à 800 cas ou 897 cas, est-ce que la moyenne mobile nous montre une tendance des 7 derniers jours? C'est pour ça que le premier ministre y était très clair. Qu'en ce moment, on est encore, malgré ce qui pourrait sembler un bon résultat aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question maintenant sur, moi, c'est ça qui me préoccupe. J'aime bien mieux qu'on soit capable d'avoir un taux de positivité un peu plus haut, parce que là, on est sûr au moins qu'on teste les bonnes personnes. Moi, j'aime bien mieux avoir un taux de 4-5 % en ce moment, parce qu'on va faire l'effort de traçage dont je parlais tout à l'heure sur les bonnes personnes. Alors que lorsqu'on avait 35 000 tests, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, mais qu'on avait des taux de positivité de 1 %, bien, je ne suis pas sûr qu'on mettait nos efforts sur les bonnes personnes dans le traçage. Alors, en ce moment, le fait d'avoir demandé aux gens qui avaient 3 caractéristiques, s'ils avaient été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID, si eux développaient les signes rapidement, puis troisièmement, si on les avait appelés. Alors donc, je pense qu'il est tout à fait normal que notre taux de positivité a augmenté, parce que ça nous permet maintenant d'être sûr qu'on teste les bonnes personnes. Mais j'en profiterai, M. Chouinard, pour dire une chose aux Québécois. S'il vous plaît, répondez à nos appels. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit, nous, on peut s'améliorer du côté du traçage avec des meilleurs outils, avec plus de personnes, mais quand les personnes ne répondent pas au téléphone, ça ne nous aide pas, parce ça veut dire qu'il y a une personne qui est probablement atteinte, qu'on veut rejoindre, puis elle continue à contaminer. Alors donc, je prends une longue période pour vous répondre, mais les Québécois peuvent beaucoup nous aider de la façon dont ils répondent à nos appels. 2 petites choses, Monsieur le Premier ministre. D'abord, j'essaie de décoder ce que vous avez dit tantôt. Est-ce que ça veut dire qu'on continue le défi? Le défi va être plus que 28 jours pour le gros des mesures, dans le fond, qui ont été annoncées, mais qu'il pourrait y avoir des assouplissements à côté. Et l'autre élément, le printemps dernier, vous disiez suivre de façon très, très, très précise la situation des CHSLD RPA. Pouvez-vous nous dire, comme vous le faisiez au printemps, il y en a combien vraiment sous surveillance dans chaque cas? Tu veux y aller? Oui. Bien, peut-être je vais répondre sur les RPA et les CHSLD.
Je pense que si on prend un petit peu de recul, M. Chouinard, je pense que la situation aujourd'hui, je vais vous parler en termes de gestion, là, pour moi, elle est beaucoup meilleure qu'à la première vague, même si elle n'est pas parfaite. OK? On s'entend. Moi, ce que j'ai comme premier objectif, puis je suis conscient là, que de l'information, des fois, qui tarde à aller au public, là, puis je vais en parler. Mais ce que j'aimerais vous dire, la première chose qu'on a beaucoup amélioré, puis notamment avec l'arrivée de M. Daniel Desharnais, qui est le SMA qui s'occupe de ce qui se passe dans les CHSLD notamment, c'est d'avoir la bonne information pour agir. Ça, là, je ne suis pas sûr qu'on avait tout ça dans la première vague. OK? Alors donc, là, aujourd'hui, quand j'ai une quarantaine de CHSLD sur 400 qui ont été affectés, à moins d'une ou deux exceptions, on a l'information en termes de gestion pour être capable d'agir quand on l'apprend. C'est 40 CHSLD, puis je vais vous fournir la mise à jour des chiffres là, dans les prochaines heures, mais c'est à peu près un petit peu moins que 500 personnes affectées dans ces 40 CHSLD-là. Mais l'essentiel de ces personnes-là est dans des CHSLD où on a eu beaucoup d'éclosions dans les derniers jours. Puis ça, c'est là qu'il faut faire attention parce que, je vous l'avais dit, quand ça rentre dans les CHSLD, ça rentre rapidement. Alors donc, on a la bonne information de gestion. Je termine en disant, ce qui est notre défi maintenant, qu'on a une liste très claire, opérationnelle avec M. Desharnais, c'est comment je vais la transférer, cette même liste-là, au public le plus rapidement possible. En ce moment, on travaille avec deux listes. On travaille avec la liste de M. Desharnais, qui était faite pour opérationnel, puis je continue à utiliser l'ancien système qui prenait l'information à plusieurs endroits et qui a peut-être créé de la confusion. On va arrêter ça, mais il fallait que je sois sûr que la liste de M. Desharnais, qu'on s'engage à être transparent, va être publiée. J'ai pris un peu plus de temps pour répondre, mais ça, pour moi, c'est important. Donc, je résume, avoir la bonne information de gestion, on l'a et on va l'avoir encore plus avec M. Desharnais. Maintenant, mon engagement aux Québécois, c'est que cette même liste-là, dans les prochains jours, quand je vais être capable de la transférer intégralement, il n'y aura plus deux listes, il va y avoir une liste pour qu'on puisse être informé. À chaque jour. Puis effectivement, il y en a 40 aujourd'hui des CHSLD, puis on s'en parle à chaque jour. Évidemment, il faut être prudent quand on regarde les RPA et les RI. Là. Il y a 66 RPA puis 11 RI qui sont infectés, mais dans les RPA, il y a des personnes autonomes qui sortent de la résidence. Donc, c'est pas mal plus difficile pour nous autres de s'assurer que le virus ne rentre pas. Tandis que dans les CHSLD, ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes, donc qui ne sortent pas de la résidence. Donc, ça veut dire que s'ils sont infectés, c'est par les employés ou par les visiteurs. Ça, on le suit de très près. Puis à 40, bien, il y en a beaucoup moins qu'au printemps. Là. Merci, Olivier Bossé. Soleil. Bonjour. Aujourd'hui, les chiffres sont inversés. Mais la tendance, comme vous aimez le dire, est quand même pas très rose à Québec, dans la région de Québec. Vous avez parlé, entre autres, il y a quelques semaines, sentiment d'invisibilité. Madame Manon Massé, ce matin, ramenait le fait des radios. Vous en avez fait un mot la semaine passée. Est-ce que vous commencez à mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe à Québec et pourquoi c'est plus grave? Écoutez, là, quand je ne sais pas tout à fait de quoi vous répondre, je vais le passer à Dr Arruda, mais j'aimerais vous dire une chose. Je pense que la situation de Québec, je parlais encore ce matin avec le PDG. Je pense qu'il y a vraiment un effort à Québec de s'assurer qu'on va renverser la vague. Je vous le dis, là, il y a une combinaison de contagion communautaire et quelques événements dans des RPA ou des CHSLD qui expliquent la combinaison des deux. Ce n'est pas uniquement une mauvaise volonté, il y a une combinaison de facteurs. Puis je mettrais dans ça Chaudière-Appalaches aussi, parce que quand on regarde Capitale-Nationale, il faut regarder aussi toute la connectivité qu'il y a entre Lévis et le reste de Chaudière-Appalaches. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'efforts qui sont faits à Québec de la part de nos gestionnaires que ça va s'améliorer. Mais je le redis aux Québécois, là, puis c'est pas une question de se sentir invincible, mais le suivi des mesures, là, peut-être qu'à
À Québec, ça a pris un petit peu plus de temps. Puis là, on en paye les conséquences. Alors, puis vous l'avez vu, j'ai publié une courbe hier là, qui montre la comparaison des 2 vagues entre les principales régions. Puis celle qui sort le plus avec de difficultés entre les 2 vagues, c'est la grande région de Québec puis Chaudière-Appalaches. Donc, je pense que les gens doivent faire un effort supplémentaire dans les prochains jours à Québec, dans la région de Québec, pour casser la 2e vague. Personnellement, si vous me permettez, c'est vraiment, le directeur scientifique nous dit, c'est vraiment une éclosion qui est diffuse dans la région de Québec. Beaucoup de milieux de travail. Je pense que les gens n'ont peut-être pas vécu la première vague comme ils vivent là actuellement. Puis tout le monde s'est relâché un peu. Hein. Je tiens à vous dire qu'on va probablement lancer des opérations de resurveillance des milieux de travail. Faut peut-être qu'on regarde nous-mêmes aussi là, ce qu'on doit diminuer. C'est facile de rentrer en bas du 2 mètres. On voit encore beaucoup de gens être en bas de 2 mètres plus longtemps que 15 minutes sans masque quand on se promène. C'est véritablement l'effort de tous qui va permettre de le faire. Puis regardez-vous, demandez à vos amis, vos collègues de vous dire « Ah, t'es en bas du 2 mètres, là, parce que je pense qu'il faut qu'on le fasse. » Puis c'est sûr qu'on va refaire ce qu'on appelle des visites, même avec contrôle, la SNES, là, auprès de certains milieux de travail, pour s'assurer que ça soit appliqué, parce que la solution va être là. Sur les écoles, j'ai une véritable question d'une véritable élève de secondaire 1 qui me demande les masques en classe, là. C'est jusqu'à quand, ça? Est-ce qu'on parle de la semaine prochaine, de Noël, ou il faut penser à ça jusqu'au mois de juin? Bien, écoutez, je vais vous dire, en ce moment, c'est pas le temps de relâcher les mesures. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on avait pris un certain temps avant d'arriver à ça, parce qu'on savait que ça serait difficile. Mais je vous dirais, puis là, c'est la personne qui est axée sur les résultats. Tant qu'on ne verra pas les résultats baisser, là, je pense qu'on a dit qu'on a eu un beau succès de stabiliser la vague. On l'a stabilisé, mais on ne l'a pas baissé encore. Alors, je pense qu'il n'est pas le temps. Puis le premier ministre a été très clair. On va considérer peut-être à baisser certaines mesures, mais quand on aura une meilleure analyse de la situation, mais en ce moment, c'est pas le temps de faire ça. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Là, je comprends que c'est en Ontario, mais il y a eu un événement semblable à l'Université Concordia. Il y a près de 600 professeurs de cégep et d'université ce matin qui se disent très inquiets pour la liberté académique. Est-ce que c'est une préoccupation que vous partagez? Comment vous réagissez à ces événements-là? Puis, est-ce qu'il y a des mots qui devraient être interdits d'utiliser au Québec? Non, je ne pense pas qu'il devrait y avoir des mots qui soient interdits. Évidemment, il faut toujours regarder le contexte dans lequel les mots sont utilisés. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, j'arrive vraiment pas à comprendre la décision du recteur puis de l'université d'enlever la professeure, de blâmer la professeure, puis de laisser des groupes d'étudiants avoir des propos violents sur les médias sociaux. Je pense que, au contraire, les universités doivent être des endroits où on peut faire des débats, où la liberté d'expression est importante. Puis je pense que ce soit à Concordia ou que ce soit ce qui se passe actuellement à Ottawa, c'est un dérapage important qui est inquiétant. Là, c'est comme si on avait une espèce de police de la censure, là. Donc, faut vraiment arrêter ça, là. Je peux comprendre qu'on ne veut pas blesser les gens en utilisant certains mots, mais nos universités sont là pour débattre. Et là, je pense qu'il y a un gros dérapage. Et à quoi vous attribuez ça spécifiquement, ce genre d'événement qu'on vit en ce moment? C'est dans l'air du temps? C'est le climat social? C'est parce qu'on est en Amérique du Nord, qu'il y a une influence américaine? Quelle interprétation vous faites de ça? Je ne fais pas une analyse sociologique, là, mais bon, c'est certain qu'il y a comme une exagération du côté de la rectitude. C'est comme si, pour vouloir, parce qu'on veut corriger des problèmes, bien, on en fait trop. Et là, on a dépassé les limites, là. Et puis, en plus d'accuser les francophones, là, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, là. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous, messieurs.
En temps normal, Monsieur le Premier ministre, vous seriez le premier à dénoncer si d'autres premiers ministres ou d'autres partis ou d'autres gouvernements iraient dénoncer des situations qui se passent dans une université au Québec. Qu'est-ce qui vous amène à aller aussi loin, à prendre position par rapport à une université que vous ne gérez même pas, qui est à Ottawa, par exemple? Bien, comme on le disait, d'abord, c'est un problème qu'on a vécu ici aussi au Québec. On est susceptible de vivre ici au Québec. Je ne me gênerai pas pour en parler éventuellement avec Doug Ford. Évidemment, il y a des propos aussi qui touchent les francophones. Je me sens une certaine responsabilité de défendre les francophones. On n'ira pas mêler les racistes et les francophones. Donc, je pense que j'ai une certaine responsabilité, même si ça se passe à Ottawa. Et par ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure dans votre allocution des gens seuls qui ont le droit de recevoir la visite d'une personne. J'ai eu des questions qui viennent de résidences pour personnes âgées autonomes, des RPA, et qui demandent, mais est-ce que cette personne-là est obligatoirement le proche aidant ou ça peut être une personne qui n'est pas nécessairement un proche aidant, mais qui vient visiter les personnes seules dans les résidences pour personnes âgées? Oui, oui, ça peut être quelqu'un... Premièrement, il faut comprendre que si on a eu des... Oui, si on a eu des symptômes, si on a eu des situations où on est en contact avec quelqu'un, on ne va pas visiter quelqu'un d'autre. Mais ça peut être une autre personne que le proche aidant, bien entendu, dans le contexte des RPA. C'est bon. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le ministre de la Santé, le Dr Arruda. Monsieur Legault, est-ce que... On a vu la semaine dernière qu'il y a eu des dérapages qui viennent souvent de groupes subversifs qui sont contre les mesures que vous prenez, qui ne croient pas aux mesures que vous prenez, etc. Il y a même eu la publication de l'adresse du Dr Arruda la semaine dernière. Il y a eu une manifestation devant chez lui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures, peut-être de moderniser, de demander de moderniser le code criminel pour faire en sorte qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises pour des gens qui vont commettre des gestes comme ceux-là, qui, à toutes fins utiles, sont de l'intimidation et de la menace, là, déguisées en... Bien, écoutez, d'abord, il existe déjà des possibilités là, d'agir contre l'intimidation, puis c'est inacceptable ce qui est arrivé à la résidence du Dr Arruda, c'est inacceptable les menaces à l'égard de la vice-première ministre, et puis, donc, de ce côté-là, il faut être très, très clair là, qu'on ne tolère pas ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui amène ces dérapages-là? Tantôt, j'ai essayé d'expliquer, là. Pourquoi on ferme les restaurants, pourquoi on ferme les gyms, ben c'est parce qu'on ne veut pas engorger les hôpitaux avec des cas qui deviennent des hospitalisations. Donc, on doit continuer d'expliquer le pourquoi. Mais je comprends très bien, actuellement, là, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Donc, il faut expliquer et expliquer et réexpliquer. Et Dr Arruda, sur la même thématique, comment vous avez accueilli ça? Est-ce que vous avez demandé des interventions de la police? Est-ce que vous avez porté plainte? Comment vous avez réagi face à cette manifestation-là? Dans le contexte de différentes menaces, je vais vous dire que je suis protégé et je tiens à m'en souligner le travail extraordinaire des gens de la sécurité publique qui nous accompagnent dans ces processus-là. Quand il y a des menaces qui sont amenées, les gens font l'analyse. Je tiens à vous dire que moi, mon enjeu, c'est que je crois beaucoup au droit de manifester. Je pense qu'une société démocratique doit permettre aux gens de s'exprimer. L'enjeu, c'est quand on vient dans des zones personnelles. Vous comprenez que j'ai des voisins aussi, j'ai des gens. On ne sait jamais. Les manifestants peuvent bien faire un bon travail et respecter. C'est ce qui s'est passé chez moi. Mais il peut toujours avoir des ajouts de gens qui vont utiliser la manifestation, notamment pour faire du grabuge. Et ça, je pense que c'est quand on est devant une maison privée, à cause des voisins, même notre propre maison, on n'aime pas ça. Fait que moi, je tiens à vous dire que, oui, pour le droit de manifester, les gens ont le droit d'émettre leur opposition, mais il y a des lieux pour ça, à mon avis, puis il y a une façon de faire aussi qui est respectueuse et non violente. Juste une précision, vous êtes protégé, vous êtes protégé actuellement, vous avez demandé une protection? On m'a offert dès le départ une protection avec chauffeur et garde du corps, effectivement, compte tenu de l'analyse qui est faite par la sécurité publique en lien avec différentes menaces qui ont déjà eu lieu et qui continuent à avoir lieu. Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de la conférence de presse, vous dites qu'il faut maintenir les mesures, il faut garder le cap, mais du même coup, vous dites on est sur le point de lâcher du lest. Est-ce que ce double discours-là, c'est pas ça qui fait en sorte que la population, à un moment donné, ne sait plus où se retrouver? Bien, non, au contraire. Moi, je pense qu'il faut donner de l'espoir. Puis, je pense que les Québécois doivent comprendre que ces mesures-là, bien, on va les garder en place jusqu'à temps qu'on voit le nombre de cas diminuer, le nombre d'hospitalisations diminuer. Donc, on est tous dans le même bateau. Oui, le gouvernement a une responsabilité, mais les citoyens eux-mêmes ont une responsabilité sur la suite des choses. Plus on va faire d'efforts, plus on va pouvoir enlever des restrictions. Donc, c'est un peu le message que j'essaie de passer. Vous vous êtes immiscé dans la négociation aujourd'hui en envoyant le message aux infirmières. Mais quand vous dites que vous êtes prêt à augmenter les montants, on comprend que ce n'est pas les salaires. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner comme support supplémentaire pour faire en sorte que ce soit moins l'enfer pour les soignants et les soignantes? Bien là, justement, je ne veux pas entrer trop dans le détail, mais ce que je peux dire, par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire la surcharge de travail des infirmières. Actuellement, il y a encore, à certains endroits, du temps supplémentaire obligatoire. On n'en veut pas. Bon, il y a toute la question des temps pleins versus les temps partiels. Il y a la moitié des infirmières qui sont à temps partiel. Qu'est-ce qu'on a besoin de leur offrir pour qu'ils choisissent d'aller à temps plein? Comment on peut organiser le travail sur une période de 7 jours, de 10 jours, de 15 jours, de 30 jours? Comment on fait pour réduire la surcharge de travail? Donc, que chaque infirmière ait une tâche qui est un peu plus raisonnable. Mais on ne peut pas aussi dire on va donner des augmentations de salaire qui sont supérieures à l'inflation. On n'est pas capable de faire les deux. Donc, on essaye actuellement de faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail des infirmières. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, j'aimerais avoir une confirmation. On nous indique au CIUS du Centre-Sud qu'il y a 3 CHSLD supplémentaires avec des cas de COVID qui ne sont pas sur la liste que vous avez fournie. Il s'agirait de Réal Morel, Jean de Lalande et Émilie Gamelin. Je ne sais pas si vous pouvez aller aussi dans le détail que ça, mais si c'est possible de confirmer. Et si c'est confirmé, est-ce qu'il est devenu inévitable qu'il y ait des cas malgré les mesures qui ont été mises en place très serrées dans les CHSLD? En fait, tout à l'heure, ce que je vous disais, puis je vais le répéter, pour moi, il y a l'inconvénient en ce moment d'avoir 2 listes que j'expliquais. C'est d'avoir une liste opérationnelle où on sait les cas qu'on a dans nos différents CHSLD, qui sont la liste qui nous sert à s'assurer qu'on gère les éclosions, etc. Et malheureusement, la liste, puis on l'a constaté là, depuis une semaine avec l'augmentation des cas, c'est le temps que ça prend pour mettre cette liste-là publique à jour. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis c'est dans un désir de transparence pour les Québécois. Notre geste, c'est de la rendre publique, mais en ce moment, elle a besoin d'être mise à jour plus rapidement. Alors oui, j'en suis conscient parce qu'on en a débattu, le premier ministre et moi, avec les gens du ministère. On a dit comment on va faire pour que ça arrive plus, parce qu'on sait qu'on a la bonne liste pour gérer, mais on n'est pas capable de rapidement bien communiquer à tout le monde pour fin de transparence. Alors, les cas que vous me dites, là, je les ai pas tous devant moi, mais je suis pas mal certain, puis surtout lorsqu'on parle, entre autres, j'ai des enjeux en Montérégie. Alors, pour moi, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. J'ai demandé à M. Desharnais, est-ce que c'est une question de jour d'être capable de passer de la liste qu'on a pour gestion à la mettre publique? La réponse est oui. Et je me suis engagé et je m'engage encore aujourd'hui à ce que cette liste-là devienne la liste qu'on va publier. Et en suivi, y a-t-il des régions que vous avez encerclées au Québec qui ont peut-être plus de difficultés à s'en sortir quant à leur gestion des CHSLD? On voit que la Montérégie, notamment, a beaucoup d'éclosions importantes. Bien, écoutez, merci pour la question. Je pense que dans la Montérégie, entre autres, on a 2 enjeux. On a eu un enjeu communautaire, puis ça, on l'a vu, mais on a aussi un enjeu de quelques CHSLD où, quand l'éclosion s'est produite dans le CHSLD, ça l'a fait une traînée de poudre. Je pense qu'on a une combinaison, notamment, puis le docteur Arruda peut le confirmer,
en Montérégie où j'ai les deux. Et c'est pour ça que ça a monté très, très vite, parce qu'on avait, rappelez-vous, quand on a ajouté la partie Est de la Montérégie, OK, on a dit, il y a beaucoup de communautaires, alors on a agrandi ce qui était avant juste la CMM, mais aussi dans les CHSLD. Alors, le point que je vous disais tout à l'heure sur le traçage, on va aller aider l'équipe de la Montérégie avec l'équipe de traçage commune. Alors, on va faire tous les efforts pour reprendre le contrôle sur la Montérégie, notamment dans les CHSLD. Merci. Avec autant de cas qui circulent au Québec actuellement dans la communauté, les CHSLD, bien entendu, la clientèle ne sort pas, mais c'est quand même un milieu qui est relativement ouvert vers la population. Donc, c'est presque impensable qu'il n'y aura jamais de cas dans les CHSLD, dans les RPA, etc. Ce qui est important, par contre, c'est que dès qu'elle rentre, on puisse la contrôler rapidement. C'est ça qui est l'enjeu actuellement, là, et je pense qu'on est mieux instrumenté, mais il peut y avoir encore des endroits où, pour une raison X, Y, Z, mais je tiens à vous dire que l'équipe, notamment de M. Desharnais, fait des analyses et puis on envoie des équipes d'audit pour s'assurer que toutes les mesures sont renforcées de façon intense. Mais si vous me dites, est-ce qu'on peut viser 0 cas dans un CHSLD avec une circulation à 1000 cas par jour détectés par nos centres de dépistage? Moi, ma réponse, je pense que c'est presque impossible. Mais on fait tout pour essayer que ça ne flambe pas. C'est ça qui est important. Je vais m'octroyer le droit de parole. Alors, Marco Belair-Cirino du Devoir. Docteur Arruda, vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de flambée. Vous avez mentionné tantôt qu'il doit y avoir peut-être une resurveillance des lieux de travail. Y avez-vous constaté des éclosions de cas de COVID? On remarque, oui, effectivement, il y a des cas. 46 actuellement des éclosions qu'on observe au Québec sont dans des milieux de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas des centres hospitaliers, ce n'est pas des CHSLD, ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des garderies. Donc, ça veut dire qu'il est possible, OK, bon, il peut y avoir des cas qui arrivent de la communauté puis qui vont en milieu de travail, mais il y a des transmissions à l'intérieur du milieu de travail. Donc, c'est possible que certaines mesures ont été relâchées, de distanciation, d'hygiène, etc. Donc, il faut renforcer ça. Les gens étaient très primés, entre guillemets, si vous me permettez, ou immunisés pendant la période intensive du printemps. Les gens ont peut-être, comme nous tous, relâché un peu. Et c'est très important, à mon avis, parce que cette somme de petites éclosions-là entretient une transmission qui va à la maison, qui va dans la famille, qui pourrait éventuellement même rentrer dans un hôpital parce que le conjoint travaille dans une entreprise, etc. Donc, je pense que c'est très important que les mesures soient là parce que, vous savez, on va faire de la recherche et du contact. On a doublé nos personnes, mais le mieux, c'est d'éviter des cas. Donc, si on les évite, on n'aura pas besoin de les retracer puis de faire la chaîne. D'où l'importance, à mon avis, que les gens comprennent. C'est très, très important. C'est très sérieux. On est en contrôle de la situation, mais on ne l'a pas abaissé. Et moi, je pense que c'est là que tout le monde doit faire ses efforts, en milieu de travail, en milieu personnel, réduction des contacts, bien entendu, distanciation, lavage de mains, et puis le port du masque. Du couvre-visage est vraiment essentiel et ça l'est très, 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 très important actuellement. La saison de la grippe s'en vient. Je vais vous dire, ce n'est pas le temps de commencer à surcharger nos hôpitaux. Merci. Monsieur le Premier ministre, concernant le débat qui ébranle l'Université d'Ottawa et maintenant l'Assemblée nationale, le chef du Parti québécois vous presse de forcer les universités québécoises de se doter de 3 politiques. Une politique qui protège la liberté d'expression, la liberté de débattre dans les campus. Une politique assurant la libre circulation des œuvres. En fait, qu'elle soit garantie, cette libre circulation-là, peu importe le sentiment subjectif qu'elles peuvent susciter chez un étudiant, ainsi qu'une politique de prévention de l'intimidation et des représailles. Allez-vous y donner suite à sa demande? Bien, écoutez, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, est en train d'examiner le dossier. Effectivement, même si ça s'est passé à Ottawa, il y a un risque que ça se produise dans nos universités aussi au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'on protège la liberté d'expression de façon générale? Danielle Mécan est en train de regarder s'il y a des mesures précises à mettre en place. Merci. On passe maintenant en anglais avec Raquel Fletcher de Global. Good afternoon, Mr. Legault. Bonjour, Monsieur Legault. Je sais que vous avez parlé dans vos remarques préliminaires
les gens qui vivent seuls, qu'ils ont le droit d'accueillir de la visite. Un sondage léger indique que 25% des Canadiens se sentent en moins bonne santé mentale pendant cette deuxième vague que lors de la première vague. Alors, à quel point la santé mentale préoccupe-t-elle votre gouvernement? Et si vous pouviez élaborer ce que vous faites pour corriger la situation? Question. Premièrement, la santé mentale est importante. Elle nous préoccupe au gouvernement. Avant tout, nous avons augmenté le nombre d'effectifs présents à la ligne 811, l'Infosanté. Donc, s'il y a des gens qui vivent d'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale ou émotive, de ne pas hésiter de faire le 811 et le temps d'attente est d'à peine quelques minutes. Deuxièmement, on a eu 300 employés qui ont offert des services et Lionel Carman va avoir un autre 300 qui s'y rajouteront. Donc, bien sûr, nous avons un défi à recruter ces personnes, mais je crois comprendre et je suis certainement conscient que nous avons une augmentation sérieuse de ces cas de santé mentale fragilisés. Question. Il y a une garderie à Notre-Dame-de-Grâce, un quartier de Montréal. Il y a 7 adultes qui ont été déclarés positifs et 2 enfants également. Il y a 3 autres adultes en isolement. Pourtant, la garderie est toujours ouverte. Par conséquent, la santé publique dit qu'il y a une éclosion dans cette garderie et chacun devrait être testé. Mais pourquoi la garderie a-t-elle encore ses portes ouvertes? Réponse. D'emblée, je dirais, madame, que la règle est très claire, savez-vous. Quand il y a un cas ou davantage dans une garderie, les parents doivent être avisés de la chose. La raison pour laquelle nous n'avons pas de liste, c'est qu'il est question de très petites organisations. Donc, ce n'est pas facile de leur demander de faire des signalements au quotidien. Mais moi, il me faudrait regarder au cas que vous soulevez à NDG, parce que s'il y a 6 ou 7 personnes qui sont infectées, je suis surpris que les portes ne soient pas fermées. Difficile à formuler un commentaire sans connaître les faits, mais tout dépend des détails. Est-ce que la transmission a été au sein de la garderie ou à l'extérieur? Donc, il faut aller voir les faits. Savez-vous, dans les garderies, c'est un service essentiel. Les jeunes sont à faible risque de complications et parfois, dépendamment de quel groupe a été affecté, ils peuvent maintenir la garderie ouverte. Mais chaque situation peut avoir ses variations, c'est au cas par cas. Il faut en discuter avec la santé publique. Est-ce que le groupe de gens infectés était isolé des autres? La plupart des cas, savez-vous, en garderie n'ont pas été des grandes éclosions. C'est parfois les adultes qui sont infectés et il n'y a pas une très grande transmission, mais c'est vers les enfants. Mais donc, c'est possible d'avoir les portes ouvertes dépendamment des détails précis de ce cas-là. Question. Petite question technique pour M. Dubé maintenant. Pourquoi y a-t-il une telle divergence entre le nombre de cas dans la capitale nationale? Hier, il y avait 272. Aujourd'hui, on est à 92. Comment expliquer cette divergence? Réponse. Écoutez, j'ai posé la même question. Imaginez-vous, je pensais que c'est tellement une bonne nouvelle que je voulais m'assurer qu'elle soit fondée. Donc, j'ai posé la même question que vous. Je pense qu'il faut regarder la moyenne mobile plutôt qu'une seule journée. Car ce que la Ville de Québec a fait, c'est qu'ils ont été en mesure, voyez-vous, de s'occuper des retards en 2 semaines.
Ils ont éliminé le retard car dans certains secteurs, Montérégie et ailleurs, il y avait des retards. Donc, on a payé le prix depuis quelques jours de ce traitement des cas en attente. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui explique cette progression à Québec, parce qu'on a éliminé les retards de traitement. Mais on a parlé au PDG ce matin, et je pense que vous verrez une augmentation demain, et je pense qu'on sera dans la moyenne sur 7 jours. Donc, c'est des variations ponctuelles, je pense, car c'est un peu bas pour moi, 92. Question. Vous avez indiqué qu'il y a maintenant 40 CHSLD qui ont des cas d'infection, 500 individus infectés. Il me semblait que le changement de gestion que vous avez annoncé, que vous avez mis en place, devait corriger de telles situations. Nous savons que lors de la première vague, comment les gens ont été infectés par les employés qui changeaient d'établissement, par exemple. Mais cette fois-ci, comment l'expliquer? Réponse, M. Legault m'a posé la même question ce matin. Je vais permettre au premier ministre de formuler un commentaire également, mais jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines, nous étions dans le même éventail de CHSLD 30-35 et le nombre de cas au total était en deçà de 200. Je crois que c'était positif parce que nous voyions qu'il y avait 1 cas, 2 cas, peut-être parfois même 5 cas. Donc, nous étions en mesure d'endiguer les éclosions au sein même des CHSLD, ce qui est le résultat de ce qu'on a fait avec les protocoles de contrôle d'infection. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que depuis 10 jours, nous avons vu des éclosions qui sont apparues très rapidement, à une telle vitesse qu'on a eu 40, 50, 60 cas. On n'a pas vu ça, ce scénario, dans la première partie de la deuxième vague, entre guillemets. Donc, ce qu'on a demandé à Daniel Dernay, c'est de retourner dans ces CHSLD et de répondre à la question que mon premier ministre m'a posée. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment s'expliquer? Car il nous faut comprendre très rapidement si toutes les mesures de contrôle et de protection ont été suivies. Si c'est quelque chose qui est incontrôlable, parce que quelqu'un de l'extérieur est entré, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'Alzheimer, qui se promènent la nuit, ils sont difficiles à maîtriser dans leurs allées et venues. Donc, on regarde ces 4 ou 5 CHSLD où on a eu ces éclosions importantes pour s'assurer que le protocole de contrôle et d'infection a été suivi. Mais jusqu'ici, quand nous voyons 40 avec 500, c'est beaucoup mieux que la première vague. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Il nous faut retourner et nous assurer que les protocoles de contrôle d'infection sont suivis. Et moi, je ferai rapport à mon premier ministre dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Question. Hier, vous avez annoncé que la région de Joliette allait passer au rouge profond même. Savez-vous ce qui est arrivé dans les détails pour cette région qui l'a fait tourner de couleur ainsi? Réponse. Parlant avec le docteur Lessard de la santé publique, c'est la même chose qu'on a vu à Québec. C'est de la transmission. Avant tout, à une certaine époque, il y avait des éclosions importantes, mais maintenant, on dirait que c'est la transmission locale. Et par conséquent, il risque d'avoir des éclosions qui apparaissent ça et là de façon difficile à prévoir. C'est pourquoi ils sont passés au rouge, pour que nous puissions adopter une approche populationnelle, à savoir de faire baisser le nombre de contacts. Donc, on l'a vu dans la MRC de Joliette et Gauvin. Je crois comprendre également que le groupe de travail de Montréal, qui a des chercheurs, entre autres de l'Université de Montréal, commence à étudier l'impact sur les enfants de 2 à 17 ans. Avez-vous besoin de données supplémentaires pour vraiment comprendre comment les enfants, les adolescents s'en sortent une fois infectés?
Pensez-vous que vous auriez besoin de plus de données? Réponse, bien sûr, oui. On n'a pas tout compris. Il y a des hypothèses, savez-vous, de différentes études ailleurs dans le monde. Mais il est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe chez nous, sur notre territoire, au Québec, pour mieux gérer les prochaines étapes et voir l'impact de chaque étape. Car nous sommes en train d'écrire une page d'histoire. Quels sont les impacts? Nous protégeons les enfants de la maladie et en même temps, nous créons d'autres problèmes à long terme pour ce qui est de la santé mentale, la capacité d'étudier et tout le reste. Donc, il est très important de comprendre l'impact de nos décisions. Car les Québécois ne sont pas des Suédois, ce ne sont pas des Français, ce sont des Québécois. Et ils sont Canadiens. Il faut comprendre que notre spécificité requiert des données locales. Question. Une réaction rapide en anglais sur ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa. Pensez-vous qu'il y a une certaine incompréhension culturelle entre le Canada français et le Canada anglais? Réponse. Premièrement, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Parce que dans les endroits comme les universités, il faut pouvoir débattre de tout. Bien sûr, quand vous regardez ce qui est arrivé exactement, la professeure n'a pas insulté quiconque. Elle voulait tout simplement soulever un sujet important. Donc, c'est inacceptable de voir que l'Université d'Ottawa n'a pas défendu cette membre du corps professorel et a permis à des gens d'exprimer pas mal d'agressivité sur les médias sociaux à son égard. Nous avons beaucoup parlé des cas dans les CHSLD. Vous essayez de comprendre ce qui est particulier à la deuxième vague. On a reçu des courriels de personnes qui sont fortement préoccupées parce qu'ils nous expliquent que certains CHSLD sont utilisés pour héberger des cas de zone chaude. On le voit à Châteauguay, par exemple. Donc, comment est-ce possible que certains CHSLD sont utilisés pour héberger des cas de zone chaude? Comment vous expliquez ça? Réponse. Je vais y répondre parce que c'est une des raisons pour lesquelles je vérifie avec Daniel Dernay, y a-t-il une mesure qui relève du protocole du contrôle des infections qui n'est pas suivi? Parce que jusqu'ici, on n'avait pas de problématique de cette nature. Et là, je veux comprendre, y a-t-il des cas en CHSLD où les règles, tout ce qu'on a mis en place, n'ont pas été suivis? Mais je le saurai dans les heures qui viennent, parce que j'examine ce dossier. Nous avons parlé de la santé mentale. Les problèmes de cet ordre-là peuvent également survenir quand on ne sait pas ce qui nous attend, combien de temps les mesures mises en place vont-elles être là. Vous aviez lancé le défi jusqu'au 28 octobre, ça c'est dans 7 jours. Que pouvez-vous dire aux Québécois, aux Québécoises, pour l'après-défi? Dans une semaine, quelles restrictions seront levées? Et comment allez-vous prendre vos décisions? Et les Québécois doivent-ils s'attendre, peuvent-ils s'attendre que certaines contraintes seront allégées? Qu'est-ce qui va changer le 28 octobre? On avait un défi pourtant, et là on n'en entend plus parler. L'échéance approche quand même. Réponse. On va essayer de vous répondre, mais nous examinons cela. Savez-vous, madame, je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui. C'est un problème, c'est un enjeu. Franchement, je ne sais pas trop comment vous répondre. Ben oui, c'est ce qui met fin au point de presse parce que le premier ministre Legault est attendu, sauf erreur, à la période de questions qui va commencer au cours des prochaines minutes à l'Assemblée nationale. Essentiellement, le point sur le bilan de la lutte contre la COVID. Monsieur Legault indique qu'il y a 877 nouveaux cas au Québec.
La question était bonne. Est-ce que c'est parce qu'on teste moins de monde en ce moment qu'on a moins de cas qu'on a déjà eu, c'est-à-dire 1000, 1200? La réponse du ministre Dubé, c'est de dire on cible mieux les gens à tester. Donc, les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui a la COVID ou des gens qui sont appelés par la santé publique viennent se faire tester. Donc, c'est la raison pour laquelle sur 16 000 tests, on a autant de cas. Si on doublait le nombre de tests, on n'aurait pas nécessairement plus de cas. En fait, c'est ce que laisse entendre M. Dubé. Sur l'appel que lance aujourd'hui M. Legault, allez voir une personne qui est seule. Apportez-lui du réconfort. Vous avez le droit de le faire. Si vous êtes en détresse psychologique, appelez le 811. Les cégeps et les universités, les étudiants pourraient revenir en classe. On réfléchit à cette possibilité-là de leur permettre d'être physiquement en classe. Pour ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, M. Legault dit que c'est un dérapage important, inquiétant. C'est comme si on avait une police de la censure. Une université est un lieu de débat et il demande aux infirmières d'être plus raisonnables dans leurs demandes salariales. Le gouvernement ne peut pas leur donner plus que l'inflation. Christian Latreille suit à l'instant avec l'info. À demain midi.